Enregistrement. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir le capitaine Hervé Moreau, que notre ami le général 2S Jean-Louis Esquivier de la gendarmerie va nous présenter sur un sujet ce soir qui est rétablir le lien entre justice et démocratie, ou entre démocratie et justice. Merci très cher Jean-Louis, je te cède la parole. Merci Henriette. En fait, mon propos, c'est surtout de présenter notre ami Hervé, d'abord. C'est un frère d'armes, la première chose. Quelle que soit la situation, ça sera toujours un frère d'armes. Je signale quand même qu'il est Saint-Cyrien, que dans le milieu militaire, bon, il a quand même connu sur 4 ans le Kosovo, le Sahara, la Bosnie, la Côte d'Ivoire et la Polynésie. Bon, rien que ça. Il rentre en gendarmerie en 2002, donc à l'Éogène, c'est-à-dire à Melun, et il fait 30 ans en gendarmerie, dont 4 ans de disponibilité, je crois. Ce qui est important au niveau des commandements, pour ceux qui connaissent un peu, il a commandé un escadron de gendarmerie mobile, c'est-à-dire qu'il a connu le maintien de l'ordre et il a terminé sur la compagnie de Bonn, c'est-à-dire la territoriale. Donc, c'est quand même les deux mamelles du commandement d'un officier. Voilà. Et donc, ça, c'était important à dire. Et puis, à Beaune, bon, il y a du vin. Ils vont en parler, d'ailleurs, du vin. D'ailleurs, le sourire est un sourire qui exprime tout à fait ce que l'on pense du vin de Beaune, mais il n'y a pas que. Il y a une désespérance dans un combat inégal entre la force de l'ordre, les forces de l'ordre et le délinquant. Combat tout à fait inégal. Il a des solutions. Il a vécu ça, une véritable souffrance. Et donc, il a décidé d'en parler à travers un ouvrage qu'il a commencé en 2018. Je dirais que on peut dire que Hervé dénonce et que Hervé accuse. Comme ça rappellera certains titres de journaux. Mais je récuse quelque chose qu'il dit, je me permets d'ailleurs. Il dit, j'ai eu une carrière pas brillante. Je récuse car en fait, il y a tout le. D'ailleurs, je montre. Mon chat approuve. Voilà. Voilà, il supporte pas que je parle. Voilà. Et je récuse parce que le courage que Hervé manifeste aujourd'hui, le talent aussi pour l'expliquer. Bon, ça, c'est tout à fait exemplaire. Et c'est pas d'avoir raté sa carrière. J'ai connu, moi, des gendarmes qui me disaient, moi, je veux pas d'avancement parce que mes enfants sont bien là, ils sont bien à l'école, mon épouse a le boulot. C'est autre chose. Il faut avoir une autre. Et moi, je dis que c'est un parcours de vie tout à fait réussi. Une conjonction de paramètres aussi qui est assez importante. Il est Saint-Cyrien, Hervé. Il a fait le terrain dans les 2 commandements importants. Il est capitaine et il a 50 ans. Donc ça, pour un Saint-Cyrien, ça, c'est pas banal. Donc ça aussi, c'est du respect. C'est, à la limite, c'est une fonction dans laquelle on trouve 4 paramètres vraiment pas courants. Et je crois qu'il faut le prendre en compte. Et bon, respect, Hervé, respect. Et je dirais que j'ai bien noté pour tout le monde ce que tu as dit, grand amour de mon métier, de sa mission, et la nécessité que tu évoques aussi d'être vertueux. Bon, maintenant tu es condamné, mais tu as le sourire et au nom de liberté et prospective, au nom d'Henriette Co, je te remercie de nous faire part, évidemment, avec modération, mais enfin comme tu le sentiras. Bon, si jamais tu vois que Henriette s'arrache les cheveux, bon,
On lui fera un bouche à bouche. Bon, bon. Mais bon, vas-y, et puis écoute, mais enfin bon, on t'écoute et on te remercie 1000 fois. Et puis surtout, bonne chance dans tes projets. Merci mon Merci, général. Hervé. Merci Jean-Louis. Merci au think tank Liberté et Prospective de m'accueillir ce soir, de me permettre d'intervenir à votre profit. Merci pour cet auditoire de très haute qualité. Merci à la présidente Henriette Co pour ses attentions à mon égard. J'y suis extrêmement sensible. Merci présidente. Et merci à vous tous ce soir de bien vouloir m'écouter. Alors mon intervention va être assez courte finalement, telle que fixée par le think tank, d'une 20aine de minutes. Alors c'est extrêmement court pour évoquer le sujet qui nous intéresse ce soir, rétablir le lien justice-démocratie, mais je vais néanmoins m'y employer. Surtout, vous n'hésiterez pas à m'interrompre le cas échéant. Nous avons la chance, le bonheur d'avoir pas mal de juristes parmi nous ce soir, avocates, en charge de l'institution pénitentiaire pour Valérie. Donc, mais mon propos ne sera pas juridique, mon propos ne sera pas pénal. Comme chaque fois que j'ai eu à intervenir, je me suis efforcé de rendre les choses le plus accessibles possible à des gens qui n'avaient pas forcément de culture juridique, par des gens qui n'évoluaient pas forcément dans le domaine de la défense en qualité d'avocat ou en qualité de policier ou de gendarme ou de magistrat. Donc là, je vais essayer de m'y tenir. Et tout à l'heure, Jean-Louis, je le remercie, l'a précisé. Nous portons l'espoir. Moi, je crois vraiment immensément en cela et tout ce qui m'anime est cet espoir-là. J'ai fait pas mal de plateaux de télévision ces dernières semaines, dont je commence à en avoir une certaine habitude. J'en ferai un autre demain matin. J'ai ce bonheur de pouvoir transmettre et faire savoir au plus grand nombre ce qui m'habite, ce qui m'anime, ce qui nous motive. Et je pense que nous avons tous ici présents, hommes ou femmes, les mêmes motivations, c'est-à-dire construire une société qui soit la meilleure possible, construire une société que nous voulons la plus vivable possible pour ceux qui nous suivent, pour nos enfants, pour ceux qui en ont ou ceux qui en auront. C'est vraiment le leitmotiv. Et moi, c'est ce qui m'a porté toute ma carrière. Et je pense que c'est ce qui a porté Jean-Louis également et qui portera Benjamin, faire en sorte que le vouloir vivre ensemble soit le plus fort, le meilleur possible. Alors aujourd'hui, bien entendu, cela ne va pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez en termes d'adage, d'axiomes, de maximes, les points de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Cela est absolument vrai et essentiel. Mais je serais tenté d'ajouter, il n'est point de liberté sans sécurité, hélas. Et aujourd'hui, nous avons quand même une immense difficulté en France. Nous avons une difficulté avec la violence, avec la loi du plus fort. Mon témoignage a une certaine valeur, je crois, parce que c'est celle d'un officier de terrain, c'est celle d'un gendarme, d'un officier de gendarmerie. Et autant nos amis policiers, quel que soit leur grade et fonction, ont l'habitude de s'adresser au plus grand nombre, autant nous, au sein de la Grande Muette, nous ne le faisons pas, nous ne le faisons jamais. Donc c'est la raison pour laquelle ce témoignage a peut-être quelques valeurs et la raison pour laquelle le livre que j'ai écrit, Vérité de la capitaine de gendarmerie, intéresse autant, puisque j'approche des 13 000 exemplaires vendus, ce qui est pour un livre auto-édité, je n'ai pas d'éditeur, et auto-distribué est quand même très, très appréciable. Alors, pour en revenir à notre société, il est clair qu'aujourd'hui, nous le savons tous, nous le vivons tous, plus ou moins en fonction des zones où l'on vit, en fonction des personnes que l'on côtoie, en fonction des vicissitudes et contraintes auxquelles on est exposé ou pas. On ne peut que constater que les choses vont mal, que la violence est endémique, que l'on est confronté à la loi du plus fort. Alors bien sûr, les forces de l'ordre, ils sont confrontés de manière très privilégiée puisqu'elles ont à intervenir en toute situation, en tout lieu et y faire face. Elles ont à protéger, mais quand même, les citoyens de ce pays, ils sont régulièrement confrontés eux-mêmes au regard de leur qualité de victime. Et les avocates qui sont présentes ce soir dans notre auditoire savent à quel point elles ont, hélas, à défendre des coupables quelquefois et à assurer les intérêts des victimes le plus souvent, malheureusement, et elles interviendront peut-être ce soir et je répondrai à toutes leurs questions, bien entendu. Je tiendrai au niveau de cette intervention à préciser trois points essentiels. Le premier, je reviendrai sur la délinquance que connaît notre pays. Vous connaissez les chiffres, les nombres, hélas, mais je le rappellerai brièvement. Ensuite, nous aborderons la justice elle-même. Et ensuite, nous verrons comment tenter de faire progresser les choses, comment tenter d'améliorer les choses, puisque c'est cela qui nous intéresse. Et bien sûr, Henriette, sans faire de politique. Alors, la violence dans notre pays, quelle est-elle? Benjamin, s'il nous rejoint, la découvrira bientôt de l'intérieur. C'est, vous le savez, à peu près 1000 meurtres en rythme annuel.
c'est sensiblement une vingtaine de milliers de viols, une cinquantaine de milliers d'agressions sexuelles, sensiblement 100 000 vols avec violence et 250 000 coups et blessures d'une dimension délictuelle. Voilà, au niveau des atteintes à personnes, ce à quoi nous avons affaire en France annuellement. Alors bien sûr, c'est extrêmement important. Et j'écarte bien sûr tout ce qui relève des atteintes aux biens, des escroqueries, de la délinquance économique et financière, qui, moi, me semble moins préjudiciable pour tout un chacun, dans la mesure où c'est moins impactant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique, d'un point de vue somatique. Mais quand même, au regard des violences, agressions, harcèlements auxquels nous sommes confrontés dans ce pays, il y a quand même sensiblement 400 000 crimes et délits qui concernent des citoyens ordinaires la plupart du temps, qui n'y ont pas été préparés, qui sont soumis à une violence souvent très forte, avec des préjudices souvent très lourds, avec une dimension psychologique qui est difficile à assumer, même avec un accompagnement psychologique. Et pour vraiment en prendre toute la mesure, il faut soit faire partie des forces de l'ordre et savoir exactement ce que cette réalité recouvre, être avocate, être adjointe de justice, magistrate, et là, et bien entendu, on le sait, ou alors, et hélas, être soi-même victime. Et malheureusement, le nombre augmente sans cesse. Et moi, c'est ce qui m'a toujours heurté depuis que je suis rentré au sein de la Gendarmerie nationale en 2002. Donc, cela fait plus de 18 ans maintenant. Voilà, j'ai constaté année après année que les choses empiraient, que les choses allaient toujours plus mal. Et bien entendu, tous, nous voulons une société qui soit la plus protégée possible, qui soit la plus unie possible. Et on se pose nécessairement la question, nous qui sommes des exécutants, que faudrait-il faire pour que les choses aillent dans le bon sens, pour que les choses aillent dans une direction qui soit profitable à tous, qui renforce l'unité de notre nation. Actuellement, ce n'est pas le cas. Notre droit pénal, pourtant, et vous le savez tous et toutes ici, est extrêmement protecteur. Nous avons un code pénal parmi les plus répressifs d'Europe, bien sûr. Quel que soit l'article du code pénal que je prenne, le 311-1 pour les vols simples, soustraction de la chose d'autrui, comme vous le savez, c'est 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Mais vous le savez aussi, vous ne l'ignorez pas, et Benjamin l'apprendra peut-être à son tour le moment venu, il s'agit toujours de maximum. Il s'agit toujours de maximum et ces maximums ne sont jamais appliqués, naturellement. Ne sont jamais appliqués par les magistrats, par la justice qui a à en connaître, à qui nous rapportons l'ensemble des affaires pénales sur lesquels nous investiguons, sur lesquels nous enquêtons, lorsque nous leur déférons, bien entendu, les coupables. Ce qui me fait arriver à mon second point majeur. Nous avons une délinquance dans ce pays, bien sûr, forte, endémique, et nous avons une justice. Nous avons une justice pour protéger les citoyens de notre pays. Une justice qui dispose des moyens pour assumer ses fonctions, pour assumer ses tâches, et qui, à mon sens, le fait peu ou le fait mal. La justice dans notre pays, d'une dimension pénale, ce sont 600 000 condamnations par an, sensiblement. 600 000 condamnations pénales, dont 300 000 à de la prison. C'est ça dont on parle, c'est ça qu'on évoque pour protéger le citoyen qui a été victime d'un préjudice. Sur ces 300 000 condamnations à de la prison, vous aurez essentiellement de la prison avec sursis total ou sursis partiel, et vous aurez très peu de condamnations à de la prison ferme. Vous en aurez sensiblement, en rythme annuel, une centaine de milliers. Et là, vous prenez bien la mesure du ratio auquel on est confronté dans ce pays, à savoir 400 000 infractions atteintes à la personne qui sont graves du domaine délictuel ou criminel, et vous avez 100 000 condamnations à de la prison ferme, dont seulement 20 à 25 000 seront accompagnés d'un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt signifie incarcération. Et là se pose la grande problématique, la grande difficulté auquel nous sommes tous confrontés, victimes ou forces de l'ordre, victimes ou ayant en charge une approche juridique des choses en termes de défense. Comment se fait-il ? Comment se fait-il que pour un nombre aussi élevé de victimes, il y ait aussi peu d'incarcération ? Pourquoi les malfrats, les truands, ceux qui nous font du mal, sont si peu incarcérés ? Et ça pose vraiment la dimension du délitement du lien entre justice et population. Concrètement, vous avez une chance sur 15 pour que celui qui vous a fait du mal soit incarcéré. Et c'est vraiment cela dont on parle.
Et c'est ce qui scandalise les victimes. Moi, en qualité de commandant de compagnie de gendarmerie, d'officier de terrain, avec les 100 gendarmes qui ont servi sous mes ordres, hommes et femmes, nous avons année après année été écœurés, scandalisés par ce laxisme de la justice, par cette incapacité des juges à réprimer. Une personne sur 15 sera concrètement incarcérée. Alors que nous avons réuni les éléments de preuve, alors que nous avons déféré, qui sont passés en instance de jugement, tribunal correctionnel naturellement pour l'essentiel d'entre eux, puisque les crimes sont bien sûr systématiquement et toujours poursuivis, mais nous avons ensuite affaire aux victimes qui s'interrogent, qui se posent la question et qui sont bien sûr écœurées au regard de l'absence de condamnation, l'absence d'effet pour celui qui s'est rendu ou celle qui s'est rendue coupable d'un préjudice à leur encontre. Ça pose vraiment la question du lien justice-démocratie, mais plus encore du lien justice-peuple. C'est ça dont on parle. Pour que les choses aillent bien dans ce pays, dans notre nation, dans notre France, il faut que les citoyens aient le sentiment qu'ils puissent avoir confiance en leur justice. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un délitement complet, quelle que puisse être la valeur des forces de l'ordre qui les servent, qui les protègent, policiers ou gendarmes. Et à ce niveau-là, la solution ne pourra être, pardonnez-moi Henriette, mais que politique au regard des grands choix de société que nous ferons. Le droit, moi je crois une chose, le droit pénal, on le maîtrise tous, on sait très bien ce qu'il en est de la procédure pénale. Nos amis avocates recherchent bien sûr le vice de procédure lorsqu'elles sont en charge de la défense d'un présumé coupable ou d'un supposé innocent. Mais le droit, moi je le crois intimement, doit servir notre pays. Le droit doit servir notre nation. Le droit n'existe que pour protéger notre nation dans le cadre de ce monopole de la violence légitime qui a été donné à l'État. Le droit n'existe que pour protéger les citoyens. Et moi, le sentiment que j'ai au regard de la lourdeur de la procédure pénale, au regard de la faiblesse des condamnations, c'est que le droit aujourd'hui ne sert plus les citoyens de notre pays, ne sert plus la protection de ce vouloir vivre ensemble, de cette cohésion nationale, de cette union. Moi, là encore, je le dis très, très souvent, notre bien le plus précieux est notre union. Notre bien le plus précieux est la solidarité que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Je réprouve l'assistanat, j'encense la solidarité, mais là encore, ce sont des écueils, des évolutions que l'on peut estimer préjudiciables dans le cadre de la société dans laquelle nous évoluons. D'autres pays ont des approches tout à fait distinctes des nôtres, réussissent peut-être mieux, réussissent moins bien. Moi, je me contente d'estimer que les choses ne vont pas et vont toujours de pire en pire. Et donc, il y a des questions forcément à se poser sur les réussites respectives ou sur les échecs respectifs de ceux qui ont été à la tête des gouvernements successifs, sans faire de politique, et qui ont conduit à cet état de fait. Moi, la seule chose qui m'importe, Henriette, messieurs, mesdames, c'est que la victime d'un préjudice puisse obtenir une réparation, puisse avoir confiance en la justice de son pays, puisse se dire, gendarmes et policiers ont fait de leur mieux pour réunir des éléments de preuve irréfutables, déférés, en cour d'assises ou en tribunal correctionnel, et que ceux qui m'ont fait du mal ont payé le juste prix. Alors, ce juste prix, naturellement, est toujours difficile à évaluer. Il sera toujours trop lourd pour le coupable et pas assez lourd pour la victime, mais quand même. Aujourd'hui, quand on considère qu'effectivement, il y a à peine une vingtaine de milliers de mandats de dépôt qui sont prononcés tous les ans en France, pour une soixantaine de milliers de places de prison, on ne peut qu'en considérer que c'est un échec total. La justice dispose des moyens nécessaires à son action, je tiens à insister là-dessus également. La réponse pénale existe, les jugements sont rendus, mais ils sont insignifiants. Moi, j'engage tout citoyen à se rendre dans un tribunal correctionnel, dans un tribunal de grande instance, à assister à des audiences ou à siéger en cour d'assises pour se rendre compte de la portée de l'impunité dont se prévalent aujourd'hui les malfrats. Et cela a un impact déterminant sur notre lien social et catastrophique. Et je l'ai rencontré année après année dans l'arrondissement dans lequel j'ai servi, dans l'arrondissement dans lequel j'ai eu à protéger tous ceux qui souffraient de ces atteintes aux personnes, de ces atteintes aux biens. Et vous vous dites, à un moment donné, gendarme, capitaine, enfin, on en est totalement découragé parce que, à quoi bon?
À quoi bon? À quoi bon quand celui qui frappe une femme se rend coupable de violence à leur encontre? Elles en sont aujourd'hui à près de 50 à avoir perdu la vie en 2021. On connaît les chiffres de 2019, 146, un peu moins en 2020 du fait du Covid, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et ceux qui leur font du mal, là encore, je le répète assez souvent et je le précise dans mon livre au regard des violences, tentatives de meurtre auxquelles j'ai pu assister, sont si peu incarcérés. Donc, pourquoi voulez-vous que les choses changent si je dois prendre ce seul exemple? Elles ne changent pas parce que ceux qui sont censés être punis ne le sont pas, demeurent libres, continuent de faire du mal et n'ont jamais à rendre compte de leurs actes. Moi, je crois qu'on ne résoudra jamais, les difficultés où nous sommes confrontés par des peines de prison avec sursis quasi systématiques, avec des remises de peine, avec des mises sous bracelet électronique. Moi, je suis un des tenants de la juste répression, parce que c'est une chose nécessaire au même titre que l'éducation. Je l'ai dit assez souvent. Éducation et répression vont de pair, ils sont absolument indissociables et indispensables, et y compris à l'encontre des plus jeunes. Là encore, les exemples ne manquent pas, qu'ils soient symboliques avec l'assassinat récent de la jeune Marjorie, de Matteo ou bien de bien d'autres. Mais aujourd'hui, effectivement, quelle que soit la sphère de la société, quel que soit le milieu social, quel que soit l'âge, on a affaire à toujours plus de coupables parce qu'un sentiment d'impunité est extrêmement fort, parce que la possibilité de récidiver, finalement, sans conséquence. Pour ceux qui connaissent la société nord-américaine, j'utilise ce parallèle également dans mon ouvrage. Il est extrêmement puissant, je crois. Si nous avions une approche sensiblement du type de celle qui prévaut aux États-Unis d'Amérique, nous aurions 400 000 personnes emprisonnées, 400 000, avec un parquet qui poursuit systématiquement et qui ne classe pas, et avec des peines de condamnation fermes qui sont prononcées. Et cela est extrêmement dissuasif et fondamental à mon sens. Je ne reviendrai pas sur la peine de mort qui a été abolie il y a maintenant 30 années, mais qui revêtait, on le savait, une capacité, une dimension dissuasive extrêmement forte. Je ne passe pas à l'acte parce que je sais que la sanction risque d'être celle-ci. Aujourd'hui, dans une même comparaison, on pourrait souhaiter que ceux qui nous font du mal, malfrats et délinquants, ne passent pas à l'acte parce qu'ils sauront que la répression existera et que ce sera pour eux l'enfermement, pour une durée plus ou moins longue. Aujourd'hui, l'enfermement n'arrive quasiment jamais parce que nous avons affaire à des magistrats qui sont d'une idéologie, moi, qui me révolte, parce qu'ils sont d'un laxisme absolument insupportable et qu'ils ne condamnent jamais ou presque à de l'enfermement. Ils ne croient pas en les vertus de l'enfermement. Moi, tout ce que je sais, c'est que lorsqu'un délinquant est enfermé, il cesse d'être nuisible et cela me convient bien et cela convient bien également à la victime qui s'est rendue qui a souffert de ces agissements. Comment faire pour faire évoluer les choses? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous le savez aussi bien que moi. Il n'y a que deux leviers possibles. Le premier avait été utilisé, bien sûr, sous le quinquennat, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il s'agit des peines planchers. Les peines planchers qui imposent aux magistrats la nécessité de réprimer sans qu'ils aient le choix. Eux qui privilégient toujours le minimum en lieu et place du maximum prévu par le code pénal, ou alors nous ne pouvons opter que pour une réforme constitutionnelle majeure qui consisterait à rendre les magistrats éligibles, c'est-à-dire élus, à la différence peut-être de ceux du parquet qui devraient continuer, à mon sens, de pouvoir relever l'autorité gouvernementale parce qu'il faut une approche qui soit uniforme de la politique pénale, mais pour tout ce qui relève des magistrats du siège, moi, je pense que, et j'en suis même intimement convaincu, que comme pour les parlementaires, comme pour les maires, comme pour les élus, quels qu'ils soient, ils devraient être élus, être redevables de leur jugement devant le peuple. Aujourd'hui, vous le savez, la justice est rendue au nom du peuple français. Moi, je crois de moins en moins à cela. La justice est rendue au nom des magistrats eux-mêmes et ils les rendent comme ils l'entendent, comme ils le veulent, en irresponsables qu'ils sont. Moi, je ne sais combien de fois j'ai été scandalisé par les propos de tels présidents ou de syndicats de magistrats qui n'assument jamais leurs responsabilités, qui se défaussent toujours de la moindre responsabilité en telle ou telle matière après qu'un assassinat ou une atrocité ait été commise et qu'on ait pu identifier effectivement telle ou telle difficulté au niveau de leur ministère. Moi, je crois que maintenant, c'est assez. Il faut que les magistrats soient responsables devant le peuple. Il faut qu'on leur impose d'une certaine manière la répression. Et c'est de ça dont notre peuple a besoin. Que ceux qui se rendent coupables des actes répréhensibles aient à en payer le prix.
répare le préjudice causé à la société par des peines d'enfermement, par des mandats de dépôt qui soient infiniment plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce qui nous renvoie bien entendu au corollaire, bien sûr, le nombre de places de prison disponibles dans ce pays, il en manque 100 000. Il en manque sensiblement 100 000 pour réussir à avoir une politique répressive digne de ce nom, pour réussir à protéger notre société comme nous le voudrions et comme l'attendent nos concitoyens. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est à cela que l'on doit répondre de manière très pratique, très pragmatique, dans un souci d'efficacité et dans un souci de cohésion de notre nation. Parce que la violence induit le délitement du lien social, induit la perte de confiance totale en la justice et induit les désordres et chaos dont nous sommes victimes aujourd'hui. J'en ai fini, Présidente, j'ai tenu les 20 minutes. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Nous allons donner la première question à notre très cher responsable de l'action environnementale, Jean-Michel Isakidis, s'il veut bien poser la première question. Oui, merci Henriette de me donner la parole et merci à Hervé pour cet exposé, pour avoir rappelé un certain nombre d'éléments chiffrés, toujours intéressants car dimensionnant le sujet. Et je pensais, en vous écoutant, monsieur, à cette célèbre phrase de George Orwell qui disait qu'en période de tromperie, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et je trouve que ça s'applique tout à fait à la situation présente. Je pensais aussi beaucoup plus loin de nous à quelqu'un que personne ne connaît ou dont très peu se rappellent, qui est le chevalier de la Barre, donc une vieille affaire, n'est-ce pas, qui avait perdu la vie pour ne pas avoir consenti à s'incliner devant le passage d'un cortège religieux, et donc ça lui a coûté la vie. Donc lui aussi, à son époque et dans le même contexte, dans un autre périmètre, je dirais, d'appréciation, eh bien, avait fait un acte révolutionnaire, ça lui a coûté, lui, la vie par contre. Vous, non, j'espère. Mœurs sanguinaire aujourd'hui. Avant de poser ma question, je voulais ajouter un point pour dire qu'au-delà des éléments qui ont été très justement rappelés et que beaucoup de gens partagent en réalité, il y a d'autres choses beaucoup plus insidieuses qui sont persillées un peu partout dans la justice. Et là, je parlerai en tant qu'élu de la République. Je pensais par exemple au plan local de l'urbanisme, qui est une obligation légale et qui, quelqu'un intervient à côté de moi, ce plan local de l'urbanisme qui est obligatoire et qui, à de nombreuses reprises, quand des habitants y dérogent en matière de construction, de densité, etc., eh bien finalement, on se rend compte sur le terrain, parce que finalement c'est le terrain qui fait foi, c'est le juge de paix, c'est le terrain, j'allais dire, on se rend compte que la plupart des plaintes que l'on porte en tant que collectivité sont classées sans suite. En gros, on nous dit même parfois, écoutez, si ça ne vous convient pas, eh bien, faites une procédure avec une citation directe. Alors, ça va parler aux gens, à ceux qui sont dans le domaine de la justice. Une citation directe, c'est extrêmement grave parce que le maire emporte la responsabilité personnelle et est exposé, s'il le fait, à subir une dénonciation calomnieuse. Et on comprend bien que c'est une arme de destruction massive de la République et de la démocratie qu'utilisent les magistrats pour mettre en danger les élus du peuple en dégoupillant une grenade et en leur jetant dans la main en disant allez-y, faites une citation directe, parce qu'on sait très bien qu'avec la complicité d'une certaine presse, tout ça évolue dans le sens de se retrouver en première page des journaux mentionnant qu'un tel ou un tel fait l'objet d'une procédure judiciaire. Et donc, c'est un moyen indirect de tuer la démocratie que d'utiliser ça s'appelle le lawfare en anglais, d'utiliser la loi à des fins tordues comme ça pour détruire le principe démocratique. Je ferme cette parenthèse, mais c'était pour amplifier le propos. Ça vient s'insinuer partout. La gangrène est totale, je pense, au-delà du pénal, de la correctionnelle et des assises. Et donc, moi, la question que je voulais vous poser est la suivante, c'est dans quelle mesure, en définitive, la doctrine centrale qui est celle de la tentation permanente de réhabilitation des contrevenants, jusqu'à quelle limite est-elle compatible avec le principe démocratique? En gros,
tout le monde, et jusqu'à quand et comment, peut être réhabilité à la suite d'un acte délictueux. Et si la réponse était eh bien, à tout niveau, comment faudrait-il opérer? Si la prison n'est pas possible ou n'est pas un choix privilégié, si les autres modes de condamnation alternatifs ne portent pas de fruits, comme vous l'avez très justement rappelé, quelles autres formes de réhabilitation des contrevenants peut-on imaginer ou apprendre de ce qui se fait à l'étranger pour garder ce lien démocratique qui finalement est ce ciment qui relie les uns aux autres pour, comme on dit communément, faire société. Jean-Michel, je te remercie pour ta question. La réhabilitation, telle que nous la vivons aujourd'hui en France, dans notre société française contemporaine, est sans limite. Enfin, moi, je l'estime et je le pense, et c'est ma conclusion. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir ce qu'il faudrait pour que nous vivions mieux, pour que les femmes n'aient pas peur de sortir la nuit, quelle que soit la localité, n'aient pas ces craintes, ces appréhensions. Le fait est, la question doit répondre à la question essentielle est quelle société voulons-nous là encore? Aujourd'hui, la réhabilitation de ceux qui nous font du mal est d'une certaine manière systématique parce qu'ils n'ont pas à répondre de leurs actes. Ils n'ont pas à payer. Ça renvoie également à une dimension très angéliste des choses, malheureusement, une certaine forme de naïveté. Moi, je voudrais que l'âme humaine soit ainsi faite, que nous évoluions dans une société pacifiée, qu'il n'y ait ni jalousie, ni violence, ni envie, ni sentiment ou de domination. Moi, gendarmes et policiers, nous avons la chance d'évoluer dans le cadre de nos enquêtes ou l'opportunité d'évoluer dans tous les milieux. Dans tous les milieux, nous avons affaire à toutes les personnalités, des milieux sociaux les plus élevés au plus bas, et nous avons affaire à toutes les déviances, qu'il s'agisse d'affaires de violence, bien sûr, d'affaires de pédophilie, d'affaires de coups et blessures, d'affaires de harcèlement, de chantage, d'extorsion. Et nous voudrions que l'âme humaine soit différente. Mais le fait est que moi, j'ai une approche très hobienne des choses. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Je voudrais que les choses soient plus du côté de Rousseau, mais mon expérience de 30 ans de terrain me conduit à cette affirmation. Hélas, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. À partir de là, lorsque vous avez une approche lénifiante des choses, angéliste, voilà, il me semble que vous ne répondez pas aux besoins de la société, aux besoins des victimes, à ce besoin de protection, et vous ne répondez pas à ce lien, à ce ciment social qui nous unit dans une société forte, soudée, dans laquelle chacun peut évoluer de manière équilibrée, consciente et viable. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. La réhabilitation permanente, le fait de donner toujours une chance supplémentaire à celui qui s'est rendu coupable d'un acte délictuel, ça ne fonctionne pas. C'est simplement une autorisation à demeurer libre, une autorisation à continuer à faire du mal, puisqu'on est toujours dans le rapport de force, on est toujours, pour beaucoup d'entre nous, ou d'entre eux plus exactement, dans la recherche de la domination, dans la recherche du profit, de l'argent facile pour ce qui relève des atteintes aux biens, et c'est sans limite, c'est absolument sans limite. Les juges, je les ai assez pratiqués, se posent toujours la question de « oui, mais si on le prive de ses enfants lorsqu'il en vient à cogner son épouse, sa conjointe et sa descendance, oui, mais s'il perd son travail », moi, tout ce que je me borne à dire, c'est que maintenant, ça suffit, assez. Moi, je serai toujours du côté des victimes. Maintenant, ça suffit. Moi, j'ai vu, là encore, trop de femmes battues, frappées, violentées, qui ne demandaient qu'à vivre en paix, qui ne demandaient qu'à échapper à leur bourreau. Assez. On a vu ce qu'il en a été des différents projets de loi et lois successives en termes de bracelets anti-rapprochement, en cas d'éléphone grand danger. Ils sont en nombre ridicule, risible. Les contrôles judiciaires, ils ne les respectent pas, ils en ont rien à cirer. Les mesures particulières de suivi thérapeutique, ils ne les suivent pas. Et il n'y a jamais la sanction qui leur parle, la seule, le mandat de dépôt, l'incarcération, elle n'intervient que très rarement, trop rarement, quasiment jamais. À partir de là, pourquoi voulez-vous que ça change?
Là, aujourd'hui, la réhabilitation est systématique. Ils nous ont payé le prix. Nous ont payé le prix en termes de désordre social, en termes de chaos social, en termes de développement de la loi du plus fort et en termes d'injustice. Et à un moment donné, ça n'est plus supportable. À un moment donné, le peuple ne le comprend plus. Moi, je respecte les lois. Moi, je fais tout bien. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de courageux. Je me lève tôt le matin pour gagner la plupart du temps un SMIC amélioré. Et je vois effectivement que ceux qui se rendent coupables des actes d'atteinte aux biens les plus insupportables, les plus intolérables, au trafic de stupéfiants les plus rémunérateurs, n'en subissent aucune conséquence. Enfin, vous le savez, il y a à peu près 30 000 condamnations en rythme annuel pour trafic de stupéfiants et les condamnations prononcées sont dérisoires et ce sont des marchands de mort et ils mettent à mort notre jeunesse. Moi, j'ai annoncé trop souvent le matin la mort de leur enfant à des parents éplorés. C'est absolument dramatique et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Moi je le précise dans mon livre, si je devais retenir ce seul exemple, mettez 10 années de prison ferme incompressible à un trafiquant de drogue, à un dealer et vous êtes certain que le coût sera tellement élevé qu'il y réfléchira à 2 fois. Et là vous passerez de 30 000 condamnations pour stupéfiants à 3 000 4 000 l'année suivante. Ils auront tous pris 10 années de prison ferme, maximum du correctionnel, peine planchée incompressible, sans prise en compte de la personnalisation hypothétique de la peine, là encore, c'est une évolution pénale qui serait majeure, mais il faut que le prix à payer soit tellement élevé qu'il soit dissuasif. Et aujourd'hui, bien entendu, ce n'est pas le cas, et c'est l'autorisation de continuer encore, et ça nous fait un mal de chien. Et les magistrats, d'une certaine manière, se rendent presque, entre guillemets, complices de cet état de fait, parce qu'ils n'incarcèrent pas, parce qu'ils ne répondent pas aux attentes du peuple. Et je réponds à ta question, Jean-Michel, pardon. Oui, merci pour cette réponse. Je me doutais un petit peu des éléments. Sans surprise. Merci pour cette vision de l'élu au contact des citoyens et des forces de sécurité au contact des citoyens. Nous avons Nissaf qui nous a préparé une petite intervention côté justice. Nissaf a une double casquette. Elle a à la fois dans l'éducation nationale détachée auprès de la justice et plus engagée sur la partie des jeunes. Elle nous a fait venir une magistrate chargée des mineurs. Et nous donnons la parole à Nissaf quelques minutes pour nous donner un point de vue. Écoutez, merci. Alors, merci pour votre intervention. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Donc, moi, j'avais préparé une petite intervention qui était en référence à l'article dont tu m'as fait parvenir, entre autres, Henriette, l'essai de Jacques Rinen. Alors, j'aurais souhaité commencer tout d'abord sur les jurys populaires. Donc, il faut que vous sachiez que les jurys populaires sont désignés aléatoirement sur les listes électorales pour rendre justice au nom du peuple français. Ils sont un des rares exemples de démocratie directe qui nous reste, notamment. Et je souhaitais rappeler justement ces jurés populaires. Pourquoi? Parce que la cour d'assises, comprenant une majorité de jurés populaires, n'a pas échappé à des critiques acerbes, notamment sur l'affaire Viry-Châtillon. Je vous rappelle qu'il y avait 9 jurés et 3 magistrats professionnels. Alors là, je prends en effet la défense de la justice. Toujours est-il que la pratique du droit, comme celle de la médecine, est technique et qu'on n'envisagerait pas de sélectionner des médecins par voie électorale plutôt que par une formation professionnelle et une reconnaissance de compétences par leur pairs. Car jurer, pour moi, n'est pas une affaire, c'est un acte politique de prise de décision arbitraire. Alors, c'est bien sûr l'application du droit. Alors, dans un état de droit, chaque institution a ses prérogatives, a ses compétences propres. Pour exemple, la justice ne peut faire la loi, la police ne peut rendre justice. Tout ce qui contribue à instiller la confusion dans ses fonctions respectives est dangereux. Alors, pour répondre à l'intervention de notre cher capitaine de gendarmerie, Hervé Moreau, je vous livre quelques remarques. Pour moi, tous les professionnels le savent, augmenter la dureté des peines de prison ne permet pas de lutter contre la délinquance, car la prison augmente, pour moi, le risque de récidive. On appelle récidive la commission d'un délit ou d'un crime similaire moins de 5 ans après une condamnation. C'est en matière, bien sûr, d'atteinte aux biens, comme le vol, l'escroquerie, que ce taux récidive est le plus élevé. Il s'établit selon des études concordantes entre 50 et 60%.
100%. La prison, pour moi, ça extrait la personne de la société et ça l'enferme avec d'autres délinquants. Alors, au risque d'être un petit peu populaire, je dirais même parfois, pour l'avoir entendu chez les jeunes, pour l'avoir entendu des collègues également, qu'on entre en prison avec un BTS petite délinquance et on en sort avec un master en grande criminalité. Car les gens se font un réseau de délinquants par leur rencontre en prison. Donc, je dirais que pour diminuer la délinquance efficacement, il faut au contraire faire de la réinsertion. Je sais, je risque de choquer encore d'autres personnes, notamment en assurant un suivi par un psy, par un travailleur social, par les deux, et bien sûr pour l'encourager à l'intégrer dans la société. Tout le monde, pour moi, peut être réhabilité pour peu que la société se donne les moyens d'aider ceux qui trébuchent à se relever. Mais bien sûr, à la place, on préfère réduire les budgets des services sociaux. Les alternatives de la prison ont un taux de récidive beaucoup moins important et n'est-ce pas le but, pour moi, de remettre la personne dans le droit chemin. Alors, concernant les propositions que je pourrais évoquer, notamment apporter, puisque je n'ai que 5 minutes, je voulais quand même terminer sur le fait que les magistrats ne sont pas connus pour être laxistes. D'ailleurs, les magistrats professionnels sont connus pour être plus sévères que les jurés populaires, pour les avoir rencontrés et travaillé, entre autres, avec eux. Si les policiers et gendarmes trouvent que les juges relaxent trop de personnes, leur travail est de convaincre les juges et les personnes que la personne est coupable. Parfois, ils y arrivent, parfois non, et c'est le jeu. Alors, ne devrions-nous pas nous orienter vers les interrogations suivantes? En quoi la crise de la justice, en quoi l'élection des juges ou des magistrats est présentée comme un remède de cette crise? Or, à mon sens, qualifier le fonctionnement actuel de la justice comme un système en crise est une analyse de nature idéologique qui est portée pour une part de l'échiquier politique. Une question, par exemple, est de savoir pourquoi la France a un nombre record et historique de prisonniers. Une question centrale aussi en France est moins l'élection des juges que l'absence d'indépendance du parquet par rapport au gouvernement. De nombreux pays démocratiques, d'ailleurs, font différemment, pour exemple l'Allemagne et l'Italie. Il y a aussi, bien sûr, l'éternelle question des moyens matériels et humains donnés à la justice. Alors, comment rétablir le lien entre la justice et la démocratie? Je dirais, entre autres, que l'ordre public, déjà, est au service de l'État et non du citoyen. Il faut peut-être s'interroger là-dessus. Il faut peut-être réfléchir à reprendre toutes les évolutions des politiques publiques. Vous en aviez parlé, mon confrère en a parlé. Réhabiliter la sécurisation des quartiers, revoir les quartiers politiques de la ville et les contrats locaux de sécurité qui s'intégraient dans l'action publique territoriale en matière de sécurité et de prévention de la délinquance et ainsi accompagner le développement de la police de proximité. J'ajouterai également prévoir un plan de rattrapage budgétaire sur 5 ans pour la justice, développer des mesures de réparation pour les petits délits et bien sûr revoir la formation des policiers, repenser les missions prioritaires de la police. Elles sont au nombre de 4. La police urbaine, le bleu dans les rues, la police judiciaire, le maintien de l'ordre et la police de renseignement. Or, comme vous le savez, la police judiciaire, ce sont quand même des policiers qui travaillent sous la direction des magistrats sur les enquêtes les plus complexes et ont subi ces dernières années, on est bien d'accord, une hémorragie colossale. Ces fonctions ne sont pas attractives et sont désertées par les policiers. Il faudrait donc les revaloriser. Il faut aussi rattacher les officiers de police judiciaire aux tribunaux pour éviter tout risque d'intrusion du ministère de l'Intérieur dans des enquêtes en cours. Insérer bien sûr les jeunes délinquants par le travail, multiplier le dispositif de service civique. Je conclurai par dire que c'est le mal social qu'il faudrait tuer, disait Jules Vallès. Hippocrate considérait que le véritable malade était la collectivité et pas l'individu. Voilà, merci. Merci Nissaf pour le point de vue de la justice. Je vais éviter une réaction répulsive du capitaine Moreau en donnant la parole à Nathalie et ensuite à Guylain, notre directeur du comité stratégique, après Nathalie. Si tu le permets, Guylain. Nathalie. C'est moi Nathalie l'avocate? Oui, c'est toi Nathalie l'avocate. Bonjour. J'avais pas prévu de poser de question, mais j'avais envie de faire une boutade pour détendre un peu tout le monde. Je voulais demander à Monsieur Moreau si est-ce que vous connaissez le taux, le pourcentage d'hommes, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup interpellée, d'hommes
délinquants, c'est-à-dire sur le nombre d'infractions commises en France. Est-ce que vous connaissez le pourcentage d'infractions criminelles, correctionnelles, enfin de tout, commises par des hommes? Par rapport aux femmes? Oui. Ouais, je pense qu'il est disproportionné par rapport à la gente féminine. Je dirais 90-95% sont commis par des hommes. Voilà. Ouais. Bon, Ouais. j'avais envie de mettre un petit peu de légèreté, de fantaisie, d'humour, parce que ça fait aussi du bien et ça fait partie de notre ligne éditoriale. Hein. C'est à la fois très sérieux, Merci, Nathalie. mais je me suis dit que là, il y avait quelque chose à creuser en termes de ce que Nissaf a vraiment soulevé, c'est l'efficacité de la mesure pour restaurer la sécurité. Est-ce qu'il y a des alternatives à la prison? Voilà. Est-ce que c'est la question qui se pose? Mais je trouve que cette question du féminin et du masculin est très intéressante. Parce que moi, je disais, on va confiner les hommes, comme ça, il n'y aura plus de problème. Ah, c'est excellent. C'est absolument excellent. S'il y avait que des femmes, moi, j'aurais plus de travail. J'ai presque jamais, j'ai que des femmes victimes, mais très peu de, voilà. Nathalie, la femme sera toujours… C'était pour vous ramener du smiley. C'est super bien. Merci pour votre intervention. La femme sera toujours l'avenir de l'homme. Incontestablement. Moi, je crois une chose, c'est que notre société continuera d'évoluer dans la positivité, favorablement, parce que les femmes auront toujours plus d'emprise sur elles. Ce sont elles qui amènent la sagesse, ce sont elles qui amènent la pacification, ce sont elles qui amènent la raison, qui portent le plus l'éducation, la socialisation. Moi, je suis un féministe convaincu, je crois beaucoup en elles. Maintenant, le fait est que ce sont effectivement les hommes qui se rendent coupables de l'immensité des violences auxquelles nous sommes confrontés. Là encore, pour répondre à Nissaf, et je le remercie pour son intervention, nous voudrions que les choses soient différentes, mais hélas, c'est ce à quoi nous sommes exposés. Moi, je voudrais davantage croire en la réhabilitation, mais le fait est que je l'ai trop constaté dans mes fonctions, là encore, hélas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, lorsque quelqu'un est incarcéré, on peut estimer bien sûr que c'est très dommage pour la société puisqu'il ne contribue pas au fait qu'elle puisse se développer, au fait qu'il peut-être il ne s'amende pas ou il ne puisse pas trouver de raison, de motivation valable en milieu carcéral pour se réinsérer à l'issue. Moi, tout ce que je me contente de dire, je prends la position et la défense des victimes. Moi, je n'ai vécu que pour les victimes. On l'empêche de nuire. On l'empêche de nuire pendant le temps de sa peine. La prison n'a jamais réinséré personne. On est entièrement d'accord. Ce n'est pas le but du milieu carcéral. Le milieu carcéral, il est là pour lui faire payer une dette à la société dont des magistrats ont estimé qu'elle était de tant de mois ou de tant d'années. Voilà ce dont il s'agit. On les empêche d'être nuisibles. Et moi, j'ai eu dans mes fonctions trop à intervenir sur des personnes relâchées à l'issue de comparution immédiate et qui recommençaient à cogner, qui recommençaient à se rendre coupables de violence encore et encore et encore, et avec des femmes qui n'arrivent jamais à échapper à leur bourreau. C'est quand même de cela dont on parle. Et à un moment donné, on se dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre ces hommes en prison, là où ils seront le moins nuisibles, le moins nocifs pour l'équilibre de ces enfants, de ces femmes. Et ayez toujours en tête que pour les atteintes aux biens, vous les avez évoquées, quand on arrive à serrer un malfrat pour cambriolage, il en a réussi 40 au compteur. 40 où il s'est pas fait avoir, c'est ça dont on parle. Parce que c'est très rémunérateur. Vous parliez de réhabilitation, vous parliez de cheminement au sein de la société. Quand sur un cambri, vous pouvez faire 5 000 € de bijoux en 15 minutes et qu'autrement, vous n'avez que pour seule alternative un métier de simple exécutant, puisque voilà leur niveau académique, leur niveau de diplôme, leur niveau de capacité est tel que ce sont souvent des fonctions d'exécutant au SMIC dont il est question, entre 5 000 € les 15 minutes et 1 200 € par mois. Voilà, le calcul est vite fait et le profit est tel et le risque est tellement faible qu'ils font ce choix-là. Voilà, moi, c'est mon témoignage d'officier de terrain. Je voudrais que les choses soient différentes, mais le fait est que laisser en permanence dehors, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et ça fait toujours plus de mal à la société, hélas. Mon très cher Guilain, et après nous donnerons la parole à Michel Champredon du Congo. Guilain, merci. Oui, alors plusieurs remarques.
Alors évidemment, je comprends l'état d'esprit de notre ami qui est notre invité au regard de son expérience, parce qu'on ne peut pas repousser d'un revers de main comme ça a été fait justement en tenant un discours uniquement sur la réhabilitation. Je crois que ce n'est pas sérieux. Pourquoi ? Parce que l'éducation d'abord d'un quelconque individu, c'est de lui permettre d'intégrer des limites, intérioriser des limites. On n'intériorise pas des limites si tout est permis. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi signifier des limites. La privation de liberté, c'est une limite. Alors qu'on trouve une autre limite, mais qu'on trouve une vraie limite, parce que ça sert à rien de parler de sécurisation des quartiers. Si les individus savent parfaitement que les gens qui sont en bleu n'ont aucun pouvoir sur eux. Donc, soyons un petit peu, pardon, je veux pas être désagréable, mais quand même, restons sérieux sur ce sujet. Moi, j'ai participé à une conférence, une table ronde ensuite, avec des gens qui disaient il faut la fin de la prison. Non, mais dans quelle société nous voulons vivre ? La question, c'est de ne pas retomber dans la loi de la jungle. S'il n'y a pas de quoi créer les conditions d'une régulation sociale par un moyen qui permet de définir ce qui est autorisé et ce qui est interdit, la règle de droit, elle est obligatoire parce qu'elle est sanctionnée, sinon elle n'est pas respectée. La liberté, c'est un espace protégé par la loi, à l'intérieur duquel on agit librement. Ce n'est pas n'importe quoi. S'il n'est pas protégé par la loi, il n'y a plus de liberté. Donc je crois qu'ils vont revenir à des principes fondamentaux, sinon on ne peut plus rien comprendre. D'ailleurs, pour revenir sur les jurys populaires, ils ont commencé en Grèce. Pourquoi ? Parce que c'est la justice collective, justice compensatoire, qui doit permettre que ce ne soit pas œil pour œil, dent pour dent. S'il n'y a pas cette justice compensatoire, ce sera du œil pour œil, dent pour dent. Alors, la conférence à laquelle j'ai participé, où je rappelais ce qu'était le droit finalement et la justice, il y avait d'anciens détenus qui étaient présents dans la salle, qui sont intervenus. Et une chose revenait systématiquement. Il disait il y a deux catégories de détenus. Il y a celui qui accepte sa peine et qui sait qu'il a ce qu'il a commis et il doit effacer le dommage. Et il y a ceux qui n'en ont plus rien à faire parce qu'effectivement, il y a une totale banalisation de la peine parce que effectivement, indéniablement, nous sommes dans une période où on ne veut plus punir. D'ailleurs, on le voit très bien à travers la conception qu'on a de l'enfance. Moi, je suis un formateur en travail social, donc bon. Voilà, par le fait, on sait très bien que la question du cadre, ce qu'on appelle le cadre, c'est comment on permet à un individu d'être éduqué. Si, à un moment donné, il n'intériorise pas un certain nombre de principes fondamentaux en société, alors l'éducation n'est pas toujours parfaite et c'est ce qui fait qu'aussi des individus peuvent être déviants malgré eux. Mais il y a aussi, effectivement, ce qui était dit tout à l'heure, il y a toujours un rapport entre la victime et l'auteur. Et il faut qu'il y ait quand même, s'il doit y avoir une justice réparative, et ça, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut aussi réédifier des individus et leur permettre de se réintégrer à la société. Faut-il encore qu'ils aient compris le pourquoi de leur propre acte et des conséquences, sinon ils le reproduiront. Et c'est ce qui se passe dans 60 à 70% des cas, des délits qu'on dit mineurs qui ne le sont pas. Parce que pour les crimes, c'est autre chose. Là, on punit. Moi, je tiendrai pas un discours global sur la justice comme celui qui a été tenu, mais indéniablement, nous sommes dans une période où l'hyper-individualisme avec le postmodernisme qui dit qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs et de principes communs, c'est une société qui va vers la guerre civile. Vers la guerre civile. Et d'ailleurs, dans un nombre de pays qui sont mieux que nous, qui pratiquent le multiculturalisme, ils laissent les communautés régler leurs problèmes à l'intérieur des murs communautaires, ce qui est extrêmement grave. Nous, on a une justice républicaine, c'est à eux qu'elle demeure. Que ce soit effectivement la protection des droits et libertés individuelles et aussi penser comme bien commun, il faut quand même penser que la justice doit pouvoir faire son travail. Et si elle ne le fait pas correctement, il n'y a plus de liberté possible. Moi, je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas faire le lien entre les différents articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est imparable de ce point de vue. Donc, moi, je suis contre la peine de mort. Je pense qu'elle ne servait. Il fallait absolument, justement, pour aller vers une société qui soit aussi une société qui puisse tenir un discours de responsabilité, il fallait enlever cette peine de mort. Et justement, pour sortir du œil pour œil, dent pour dent. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse dans lequel on est en train de tomber aujourd'hui. Et je en parle de connaissance de cause parce que, ayant été éducateur, j'ai vu des situations. Un jeune qui a 15 ans commet un vol avec violence sur une personne âgée, qui est arrêté, qui se bat avec la police, qui passe devant le juge des enfants, qui repart sans même une mesure éducative, rien. Ce jeune, 3 ans plus tard, qui a été suivi dans mon service où j'avais des responsabilités, ce jeune a mis le feu à un établissement public. Il a fallu cela pour qu'enfin on s'intéresse à son cas. Après moult actes commis, après lesquels il a eu un suivi éducatif, bien sûr, mais c'était une plaisanterie avec ce jeune-là. Et la meilleure des préventions, à un moment donné, c'est quand même de dire, voilà, si tu vas vite,
et que tu vas vers un mur, tu vas t'exploser contre le mur. Il y a un mur. Il y a un mur. Prends conscience qu'il y a un mur. S'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de prévention possible. La prévention, c'est aussi de savoir qu'il y a une sanction. Sinon, il n'y a pas de société possible. Voilà, c'est mon point de vue, pardon. Merci, Guénin. C'est exactement ça. Je voulais pas conclure le débat, hein, pas du tout. Pardon, on a bien dit, non, c'est pas du tout. J'ai mis un petit coup d'un petit coup. Henriette, t'as plus de micro. Henriette, il faut que tu remettes ton micro. Jean-Michel, oui, nous n'entendons pas. Ah, Jean-Michel, depuis le Congo. Oui, c'est Michel tout court, ça suffira. Michel, oui, excuse-moi, c'est pour Jean-Michel. C'est pas grave. Je te faisais signe pour te dire que ton micro était coupé. Depuis la RDC, okay. Merci. Oui. Alors, j'ai en même temps une expérience, évidemment, d'élu local dans ma vie antérieure, donc je connais un petit peu certaines problématiques sociales, le rapport à la justice, le rapport à la police, la complexité de la gestion d'un corps social. Et c'est ce qui me déçoit un petit peu dans l'intervention de notre invité, c'est qu'il n'y a pas du tout cette complexité, la complexité de la société. C'est-à-dire que pour vous, l'alpha et l'oméga, c'est uniquement la répression et encore la répression. Mais des sociétés à l'américaine qui sont hyper répressives ont une augmentation de la violence quotidienne, la violence urbaine, tout à fait considérable. Je ne sais plus quel est le pourcentage de la population américaine qui a déjà fait un séjour en prison. C'est impressionnant. Vous prenez Londres ou la Grande-Bretagne, peut-être d'une façon générale, mais qu'un système de vidéosurveillance absolument intrusif, ça n'a pas empêché les attentats, les violences urbaines, etc. C'est-à-dire que penser que la société ne se règle que par le prisme de la répression comme l'alpha et l'oméga de la solution à la complexité de la société, je parle d'une société ouverte sur le monde, je parle des problèmes interculturels, je parle des problèmes d'avancée de la pauvreté, je parle des problèmes désœuvrés. Tout à l'heure, Guilain parlait de l'échec de l'école républicaine, en tout cas de la non-totale réussite, on va dire, parce qu'on ne va pas non plus jeter 100 ans d'école républicaine comme ça par une formule un peu lapidaire, mais en tout cas des difficultés du système éducatif. Oui, on est dans une société complexe, oui, on est dans une société difficile, en tout cas difficile telle que nous, on aimerait qu'elle soit, c'est-à-dire on aimerait une société pacifiée. Parce que, évidemment, on est des générations, alors sauf peut-être pour les plus anciens ici, qui n'avons pas connu la guerre, c'est tout juste si on a connu mai 68, quoi, certains d'entre eux, mais ils étaient tout petits, etc., etc. C'est-à-dire, on est dans une société, effectivement, qui voudrait le zéro risque, le zéro douleur. D'ailleurs, chaque fois que, je sais pas, on va chez le médecin ou qu'on va chez le dentiste, on a tout de suite une anesthésie locale parce qu'on ne supporte plus la douleur. On voudrait le zéro faute partout, hein, et les médias et les réseaux sociaux sont bien là pour rappeler aux responsables divers et variés qu'ils ont droit absolument au zéro faute, hein. Zéro faute, zéro douleur, zéro imperfection. Bah non. Une société humaine, c'est pas ça, hein. Une société humaine, c'est complexe, surtout à l'heure de l'européanisation des choses, à l'heure de la mondialisation, à l'heure des voyages, à l'heure des familles éclatées, à l'heure des divorces, à l'heure de tout ce que vous voulez. Mais en tout état de cause, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est la société d'aujourd'hui. Et ramener tout ça, la solution à tous ces problèmes, uniquement à la question de je fais un tour de vis, puis un deuxième tour de vis, puis un troisième tour de vis. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. On va les mettre 10 ans en prison simplement parce qu'ils ont vendu, je sais pas quoi, du cannabis au bas de la cage d'escalier. Franchement, je trouve que c'est un propos hyper réducteur et qui n'est pas, j'allais presque dire, je vais être sévère un peu, chère Henriette, mais n'est pas digne d'un think tank. Parce qu'un think tank, c'est l'appel à la réflexion et surtout au travail intellectuel. Et non pas un discours militant, parce que là, c'est vraiment un discours militant. Hein, voilà, il a le droit, ce citoyen. Il est comme nous, il a le droit de l'avoir. Mais il y a des partis politiques pour faire des discours militants, il y a des manifestations pour faire des discours militants, et il y a des think tanks pour réfléchir à la complexité des choses. Sinon, on en sort et on n'est pas forcément plus armé pour pouvoir répondre à la complexité des choses. Donc moi, je trouve que c'est une caricature de la guerre des polices, ou de la guerre des services, plus exactement, hein. Vous avez fait une attaque en règle contre vos collègues qui sont aussi des fonctionnaires d'État, hein, c'est-à-dire les fonctionnaires de la justice, qui travaillent aussi dans des conditions extrêmement difficiles, hein. Ce serait bien que vous militiez, par exemple, pour l'augmentation du budget de la justice,
Alors peut-être pas forcément pour avoir une justice plus douce, mais en tout cas au moins une justice plus rapide, plus efficace, moins embourbée, moins asphyxiée. Prenez votre bâton de pèlerin pour militer pour davantage de budget pour la justice, et peut-être qu'effectivement, la justice pourra apporter un certain nombre de solutions. En tout cas, je pense que les fonctionnaires de justice, et dans cette assemblée ici, je crois qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires, entre parenthèses, là encore, Henriette, je m'étonne que dans un débat public, ou quasi public, puisque c'est sur Internet, on invite un fonctionnaire de l'État qui a été sanctionné par son administration récemment, hein, et d'ailleurs je suis heureux qu'il ait été sanctionné, puisque monsieur souhaite que la société respecte sans cesse la ligne jaune et qu'on respecte les règles. Il n'a pas respecté les règles, il est donc normal qu'il soit sanctionné. Il a choisi de franchir le cap et d'être du côté finalement de ceux qui ne respectent pas les règles. Et je trouve un peu étonnant dans un think tank où il y a énormément de hauts fonctionnaires qu'on invite et qu'on donne la parole à un haut fonctionnaire ou à un fonctionnaire de certains rangs qui vient d'être sanctionné par sa hiérarchie. Je ferme la parenthèse. Et je terminerai sur un aspect pour dire que le discours était militant et n'était pas du tout un discours scientifique. Vous reprendrez tout à l'heure peut-être le film, le déroulé. Ce monsieur ne cite que des chiffres, jamais de pourcentage. Alors c'est 30 000 condamnations, 300 000 agressions. Parce qu'évidemment, quand vous avancez un chiffre, oulala, ça fait peur, 300 000, 30 000, 1 million. Ben oui, mais attendez, il faut aussi mettre en comparaison ou par rapport à la population française, selon les époques, par rapport justement à la comparaison dans le temps, par rapport aux autres pays qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez les chiffres en pourcentage, tout de suite, vous relativisez un petit peu l'analyse de la société et la complexité de la société. Alors, on n'a pas réussi partout. Il y a plein de problèmes à l'école, il y a plein de problèmes dans la justice, il y a plein de problèmes dans le monde politique, il y a plein de problèmes dans les médias. Ok, d'accord. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réinventé la poudre, hein, ni le fil à couper le beurre. Et je veux dire, pour l'instant, il n'y a aucune solution un peu intéressante, un peu constructive, qui puisse être à l'actif de cette intervention. Et je terminerai vraiment en disant que, pour ma part, hein, je ne l'avais pas précisé au début parce que je ne savais pas que monsieur allait tenir ce type de propos. D'ailleurs, excusez-moi, mais je n'avais pas forcément fait le lien avec l'actualité récente. Je ne souhaite pas que mon nom, et encore moins mon visage, soit associé sur Internet à ce débat-là d'aujourd'hui, parce que, franchement, je désapprouve totalement la ligne rédactionnelle du débat d'aujourd'hui. J'ai dit. Merci Michel. Je réponds pour le think tank à mon ami Michel, que je remercie pour cette intervention, que tu constateras qu'en tant que think tank, nous avons mis un contre-discours dont NISAF a été chargé pour défendre la justice, que nous sommes dans le débat d'idées et que la remarque intéressante que j'ai appréciée chez cet intervenant, c'était le rapprochement de la justice au nom du peuple par l'élection des magistrats, ce qui est, dans le texte que j'ai fait circuler, a déjà existé sous notre République et qui existe déjà pour d'autres magistrats. Donc, pas de procès d'intention. J'étais en ligne avec le magistrat qui fait partie de notre think tank, à qui nous donnerons un soir la parole, qui est numéro 2 du syndicat FO et qui a des idées pour la réforme de la justice, qui la présentera sur le think tank. Je lui ai demandé d'intervenir, il est très pris. Nous sommes bien dans le débat d'idées et nous ne faisons pas du tout de militantisme. Nous avons des points de vue différents. Certains prônent la répression, d'autres prônent la réinsertion. On est dans le constat que le bilan n'est pas satisfaisant et nous cherchons des pistes de réflexion. Donc, néanmoins, Michel, nous couperons ton intervention. Notre ami Jean-Michel fait des montages et nous couperons ton intervention si tu le souhaites. Néanmoins, je trouvais qu'elle fait preuve d'une liberté de parole qu'il y a dans le think tank, avec des opinions qui sont différentes, comme dans la société. Maintenant, j'ai vu que notre ami Gilles Noroy, qui nous fait un billet tous les matins, voulait peut-être intervenir. Et nous laisserons notre ami intervenant répondre ensuite à toutes ces interventions disparates mais respectables. Et nous verrons avec Michel si on veut couper. Gilles, tu voulais intervenir ?
Non? Bon, on n'a pas de son, mais dans ce cas-là, vous avez, cher ami, capitaine, néanmoins peut-être sanctionné, mais nous ne jugeons pas de la décision de la ministre des Armées. Nous donnons la parole. Il y a des gens qui ont été sanctionnés pour avoir dit la vérité. Il y a des gens qui ont risqué le bûcher pour avoir dit la vérité. Donc, je ne sais pas s'il dit la vérité, mais je pense qu'il peut ouvrir un débat qui est actuellement très important sur la police et la justice et le rapprochement de la justice auprès des victimes et des citoyens. Oui, Présidente, une intervention brève de ma part pour répondre effectivement à tous nos intervenants. Il est clair que j'ai eu à intervenir pendant une durée de 20 minutes. C'est une durée extrêmement courte. Oui, la société est d'une très grande complexité. Oui, il y a beaucoup à faire et je l'avais précisé. Il y a deux leviers absolument fondamentaux, aussi importants l'un que l'autre, me semble-t-il. C'est l'éducation. Infiniment, l'éducation, le paquet doit être mis sur l'éducation et tout ce que nous pouvons faire et devons faire pour la socialisation, l'éducation, le vouloir vivre ensemble sera bien sûr le bienvenu. Les Américains l'ont fait avant nous et ils ont eu bien raison. Par contre, voilà, moi je me suis contenté de signifier ce qu'il en était de la violence de notre société, de cette montée de la violence, de cette dissémination de cette loi du plus fort, et c'est la réalité à laquelle nous sommes, hélas, de plus en plus confrontés. On voudrait prendre les choses de manière différente, mais hélas, là encore, en pur pragmatisme, c'est ce à quoi nous avons affaire. Et je me suis contenté de le préciser, même si j'ai pu heurter quelques sensibilités. Moi, je ne suis pas un tenant du tout répressif. Par contre, je ne suis pas un tenant du tout laxisme. Et aujourd'hui, là encore, ça fait des décennies qu'on a évolué dans l'hypocrisie, dans la bien-pensance, dans le politiquement correct. L'intervenant précisait plus de risques, plus de douleur, plus rien. Moi, le fait est, c'est que j'ai constaté pendant des années cette dissémination de la violence, de cette loi du plus fort. J'y reviens là encore. Il faut absolument qu'on arrive à y mettre un terme. On a essayé le tout laxisme, ça ne fonctionne pas. Je pense que le tout répressif n'est pas la solution non plus, mais il me semble qu'on peut opter quand même pour un juste milieu qui sera protecteur de notre société, qui sera protecteur des victimes. Moi, là encore, la seule chose qui m'importe, ce sont les victimes, et j'en ai trop côtoyé, hélas, pour pouvoir tenir une position autre que celle que je tiens devant le think tank ce soir. Et tous ceux qui ont des positions contraires, bon, très bien, je les estime recevables, mais quand elles seront devenues victimes à leur tour, à ce moment-là, on en reparlera. Merci, capitaine. Nous avons la chance d'avoir un magistrat vice-procureur, je ne dirais pas où, mais il est au téléphone. Il est numéro 2 du syndicat FO de la magistrature qui est intervenu et à qui, s'il a le temps ou si sa secrétaire générale le peut, nous donnerons la parole un soir pour plaire à tous nos membres qui ont des opinions variées. Marc, si tu peux prendre la parole. Il est au téléphone. Je ne sais pas s'il arrive à intervenir. Marc, je vais voir si j'arrive à le joindre. Je ne sais pas comment on fait pour… Est-ce qu'il a bien mis son micro, Marc? Il est au téléphone, il est par connexion vocale et donc normalement, il a le micro du téléphone. Bon, peut-être qu'il va y arriver. En tout cas, il écoute nos propos. Et Michel, nous lui donnerons la parole puisque nous pensons qu'il y a des réformes à faire dans la justice qui ne sont pas que modifier les peines. Peut-être que Valérie, en attendant, voulait intervenir. Valérie a la lourde responsabilité d'intervenir dans les prisons. Valérie, si tu voulais dire un mot sur l'exécution des peines, sur les places dans les prisons et la difficulté de la réinsertion. Ah, je ne sais pas si… Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Valérie. Oui, donc à mon niveau, travaillant dans les prisons au quotidien, alors effectivement, le tout incarcéré, c'est compliqué puisque… aujourd'hui, on arrive à plus de 70 000 incarcérations, mais la difficulté est dans la prise en charge. Et comme je l'avais déjà souligné à la dernière intervention, il faut savoir donner un sens à cette peine, à la condamnation, et
Et sans une réelle prise en charge et une prise de conscience de l'acte qui a été commis, l'incarcération ne sert à rien. Comme disait Madame Taubira, la sortie est sèche. Il n'y a rien à changer, voire ça a peut-être empiré, parce qu'effectivement, ils ressortent avec des masters grand banditisme pour certains d'entre eux. Et du coup, je trouve que l'axe doit vraiment être donné sur les moyens donnés pour un travail pluridisciplinaire en prison, avec même l'intervention des victimes pour leur donner la place dans les actes commis par les individus et surtout les responsabiliser face aux actes commis contre ces victimes, justement. Et c'est là que c'est important, parce que ça rentre aussi dans le cadre de l'éducation. Si personne n'a jamais été capable de leur dire ou leur donner les limites, en prison sans prise en charge, c'est pas là qu'elles seront acquises non plus. Donc voilà, je voulais surtout insister là-dessus, puisqu'au quotidien, ce qui nous manque, c'est cette prise en charge. Voilà. Je vous remercie. Merci, madame. Merci Valérie. Bon, si notre magistrat n'arrive pas à intervenir, nous laisserons le monsieur Hervé Moreau retourner à la vie civile, faire une conclusion. Il y a Guylain qui intervient, mais vraiment, on va conclure. Vas-y, Guylain. Non, je voulais dire que justement, mon intervention de tout à l'heure, elle visait à ramener de la complexité, mais je crois qu'il faut aussi ne pas caricaturer et effectivement non plus le fait que je crois qu'on est dans une société complexe mais avec des contradictions absolument invraisemblables et indéniablement la question de la place de la réparation et le sentiment que peut avoir la victime que le dommage a été réparé d'une manière ou d'une autre est extrêmement important, sinon c'est la victime qui va se transformer en auteur. Il faut pas l'oublier. Donc il s'agit de réprimer les pulsions aussi. On n'est pas que sur des questions de conscience. Quelqu'un qui s'habitue à jouer avec une porte, le jour où il s'écrase les doigts dedans, je suis désolé, il recommencera pas. C'est indéniable. Ça veut pas dire qu'il faut utiliser que des moyens répressifs, mais ça c'est du vécu, c'est indéniable. Quelqu'un qui a l'habitude de passer entre les voitures en moto, entre fils, le jour où il a un accident, il ne recommencera plus de la même façon. C'est l'expérience de l'individu. Donc l'expérience, c'est pour ça qu'il faut aller vers l'éducation. Parce que l'éducation aujourd'hui est un questionnement très important vis-à-vis tout simplement de savoir transmettre l'idée de cadre et de cadre commun. C'est-à-dire que le respect d'autrui, c'est une limite commune. Comment on fait passer ce message? Aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste qui a tendance à dire à l'individu « tout est possible et y compris l'argent peut tout ». Donc on est dans une espèce de hors-limite, et y compris la manière dont on promeut les produits stupéfiants par un discours même public qui est absolument incroyable, que moi je condamne vraiment avec force parce que je l'ai vécu, j'ai vécu les dégâts que ça fait chez les jeunes en étant à l'initiative avec d'autres de manière tout à fait officielle dans des cadres administratifs de campagne de prévention vis-à-vis des conduites à risque. On est fou avec certains discours. On est dans une permissivité extraordinaire qui conduit des individus, qui peut conduire des individus à des actes qu'ils regretteront et qui sont des actes qui vont tomber sous le coup de la loi. On n'est pas sérieux avec le discours qu'on tient aujourd'hui dans notre société. Il s'agit, et je pense qu'il y a des alternatives à la prison. Il y a déjà des modèles, il y a des choses dont on peut s'inspirer, bien évidemment, puisque le tout répressif ne peut pas tout résoudre. Parce qu'effectivement, et ce qui était dit juste avant, c'est aussi ce que j'avais dit, à savoir, il faut qu'il y ait un sens à la peine, il faut qu'il y ait un sens à la privation de liberté. Et quelle privation de liberté? Parce qu'il y a des individus qui sont devenus, donc, qui ont poursuivi des études en prison et qui en sont sortis avec aussi un bagage qui leur a permis de complètement changer et de changer de voie. Et je crois que donc il faut aussi croire dans cette capacité à réinsérer. Et effectivement, il manque aussi des moyens à tous les niveaux, on ne va pas se cacher. Mais il y a un vrai débat d'idées à avoir et je pense qu'on peut remercier, malgré tout ce qu'on peut dire. Et moi, je ne partage pas tout, mais le courage de notre ami, parce qu'il faut poser des problèmes. Il faut les poser. Même avec Exem, il faut pouvoir les poser. Si on ne les pose pas, d'autres s'en empareront et feront beaucoup plus de mal et répondront avec une violence politique. Donc attention. Soyons responsables et sachons accepter aussi parfois le débat, même lorsqu'il est excessif, parce que je crois qu'il n'y a pas d'agressivité de la part de notre ami. Il est là avec une expérience, il en a bavé et il en a pris un peu plein la figure et il a réagi à sa façon. C'est pas simple. Et moi, je salue quand même
Voilà, c'est aussi une épreuve de la vie qu'il est en train de traverser parce qu'il a fait des choix très difficiles. Et je dirais que voilà, ça permet le débat. Merci pour ce débat. Merci. Notre jeune Guylaine a demandé la parole et après Jean-Michel et après nous conclurons. Guylaine. Bonsoir à tous. Mon capitaine, merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai moi-même de la famille militaire qui a été sur le terrain sur plusieurs théâtres d'opération et donc j'ai beaucoup de témoignages autour de moi sur plein de choses, que ce soit à l'international ou que ce soit à l'échelle du territoire. Et alors moi, il y avait, je vais surtout essayer de ne pas être hors sujet, mais pour moi, le point clé, à part tout ce qui est problème de budget, problème de justice, en tant que jeune, moi, ce que je vois, il y a un gros problème autour de moi, que ce soit, que je l'ai vu, que ce soit à l'université, que ce soit au collège ou durant mon lycée, c'est l'éducation des enfants. C'est l'éducation des enfants. Quand je vois déjà dans les termes par les professeurs il y a quelques années qui disent éducation républicaine et non plus éducation française, le terme français est totalement en train de disparaître. On est plus dans une espèce, pour moi, d'éducation stérile autour d'une infrastructure. C'est l'impression que j'ai quand on me dit on doit fournir une éducation républicaine à nos jeunes pour qu'ils soient disciplinés. Mais derrière, l'aspect français disparaît. Alors, je suis dans le côté culturel. Je ne suis pas du tout dans le côté politique. C'est juste que pour moi, si on veut une certaine stabilité, une certaine éducation chez les jeunes, il ne faut pas oublier l'identité qu'ils portent au quotidien. Leur identité, c'est quoi? C'est le drapeau français, c'est la France, c'est son histoire, c'est ses différentes phases difficiles. Et j'ai l'impression, dans le discours des jeunes autour de moi, qu'ils soient 5 ans plus âgés ou moins âgés que moi, tout ça a disparu dans le langage verbal. On est dans, comme on dit certaines personnes ici, on est dans l'ultra-individualisme, on est concentré sur le moi-je. Le pays, même la communauté, est totalement effacée du sujet chez les jeunes. Et pour moi, l'éducation devrait être une priorité, notamment pour certains jeunes qui sont dans des situations assez complexes, ou bien des personnes qui ont récidivé. Mais il y a un paradoxe, parce que pour moi, des personnes qui ont récidivé au moins une dizaine de fois, quinzaine de fois, qui sont connues par les services de police, à qui on voudrait apporter des soins ou apporter un accompagnement qui pourrait fonctionner, mais qui continuent à persister dans leurs erreurs, parce que c'est dans leur désir, dans leur volonté de le faire, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour eux. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste pour dire qu'il faut les isoler, je ne suis pas spécialiste pour dire qu'il faut les condamner ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc je préfère ne rien dire. Mais je considère que l'alerte, elle doit vraiment être poussée sur le budget de la police et de la gendarmerie, de ce que je vois. Pour vous donner en tant que témoin, pour vous donner un témoignage, il y a 4 ans, quand j'ai fait l'un de mes premiers stages de vente, des policiers sont venus en magasin pour acheter des caméras de surveillance parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se les faire fournir par leur administration. Donc, quand il y a des policiers qui viennent me voir en disant « Bonjour jeune homme, on vient vous acheter 3 caméras GoPro ou équivalent pour filmer nos opérations qui sont assez tendues », à l'époque, j'étais choqué. C'était il y a 5 ans, 6 ans. Et là, aujourd'hui, je vois que les problèmes n'ont pas été réglés sur ce point-là. Et du côté des jeunes, il y a une semaine, je me suis fait dans le train, pas agressé, mais presque, par une personne sans aucune motivation. Disons que, voilà, il y a des choses qui se passent. Moi-même, je m'en rends compte dans ma petite vie tranquille et quotidienne. Et voilà, il y a certains dégâts collatéraux. Et je ne sais pas si ma voix va faire la différence, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de réforme ou d'accompagnement personnalisé. Je pense surtout qu'il y a un problème dans l'idéologie éducative et que, chacun voit midi à sa porte. J'ai eu 10 ans de scoutisme derrière moi. Je suis devenu un homme en étant scout dans un mouvement pendant 10 ans avec des difficultés. Voilà. Je me suis forgé. J'ai des parents que je remercie pour m'avoir donné une éducation bonne, qualitative. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est sûr. Mais je pense que c'est là où doit se forger l'épée de la nation, c'est dans l'éducation dès le début. Et si ces jeunes ne reçoivent pas une éducation
qualitative, que ce soit dans les établissements publics ou privés, eh bien, on n'avancera pas. Même s'il y a un budget, même s'il y a des réformes de justice, ça n'avancera pas. Parce que, je l'ai dit déjà dans un autre think tank, si les jeunes n'ont pas un objectif dans la vie, à part gagner de l'argent ou bien assouvir des besoins naturels ou personnels ou monétaires, eh bien, le pays n'avancera pas. Il faut un but. Il faut avancer dans sa vie avec un but. Et les jeunes d'aujourd'hui sont désœuvrés. Ils sont désœuvrés. Et donc, pas d'éducation, pas d'objectif dans la vie. Et du coup, on arrive à ce genre d'instabilité. Donc, c'est pour ça, pour moi, il faut insuffler une espèce de motivation, de courage. Et il faut des personnes charismatiques. Je trouve que, alors, en tant que personne qui constate, je trouve qu'il y a très peu de personnes, que ce soit dans le milieu politique ou autre, dans le domaine public, qui ont beaucoup de charisme. C'est mon opinion. Je peux avoir tort, voilà. Mais ça manque beaucoup de charisme. Je trouve qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand j'étais petit et que j'écoutais plus les grandes personnes que à fréquenter les personnes de mon âge, je voyais vraiment beaucoup de personnes charismatiques qui donner la volonté de se dire, ce pays, j'ai envie de le préserver, j'ai envie de le faire fructifier, j'ai envie de lui faire pousser des ailes. Et là, quand je vois autour de moi les jeunes, je me dis, ils ont envie de rien. Ils ont envie de rien. Et c'est un bateau sans gouvernail. Voilà, excusez-moi. Merci, non, merci. Bon, c'est ton opinion. Jean-Michel, tu as la dernière question et ensuite, cher intervenant, tu pourras conclure. Merci, Présidente. Oui, il y a 2-3 points rapides. D'abord, pour rebondir sur le dernier point évoqué par Guilhem, faisant des cérémonies de remise de cartes d'électeurs à des jeunes de 18 ans depuis des années, on voit évoluer les jeunesses successives qui arrivent de génération en génération. Je trouve, à titre personnel, qu'il y a une très grande différence entre les jeunes de mon époque, j'allais dire, quand moi-même j'étais jeune, et ceux d'aujourd'hui. Nous voulions changer la société pour qu'elle soit à notre image. Et les jeunes aujourd'hui, il me semble, mais je parle sur la base des expériences que j'ai rappelées, eux veulent juste s'intégrer dans cette société. Ils ne veulent pas la changer. Et je trouve, c'est le retour que j'en ai, et j'ai toujours pensé que ce n'était pas un très bon signe, puisque ils sont condamnés, comme disait Woody Allen, on est condamné à s'occuper de l'avenir, puisqu'on est condamné à le vivre. Hein. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, pour revenir au sujet, d'abord pour dire que pour moi, il n'est pas choquant qu'un think tank discute de faits, de chiffres et de choses comme ça. C'est son côté peut-être un peu think tank do tank, en quelque sorte, pour 2 raisons. La première est d'abord que les faits sont têtus, donc on peut choisir de mettre la tête dans le sable. Pour autant, les faits ne cessent pas d'exister, ils continuent d'être là, donc il faut en parler. Au risque de discuter trop hors sol, à négliger les faits. Donc les faits ne sont pas tout, ils ne tuent pas la réflexion, ils la nourrissent. La vérité est toujours entre, comme on dit en anglais, le bottom-up et le top-down. Mais si on fait que du top-top, on est dans la théorie pure. Alors ça peut être intéressant, mais c'est une autre activité, quoi. L'autre point que je voulais aborder, très rapide, touche à l'éducation. Alors, il y a un côté un peu tarte à la crème, je trouve, avec ça. On finit toujours dans beaucoup de débats à se dire « Ah ouais, c'est un problème d'éducation, il faut agir sur l'éducation, etc. » Mais je ne sais pas si véritablement tout le monde sait de quoi on parle, là, parce que là encore, je vais vous parler d'expérience, 20 ans de mandat quand même. On connaît très tôt, mais dès la dernière année de maternelle, les toutes premières années de l'école primaire, on connaît les enfants qui vont poser des problèmes. Ça, je pense, ça en doit en étonner plus d'un. On les connaît, on les repère. Parce que, oui, c'est vrai, très souvent, il y a des problèmes familiaux à la clé. Des problèmes familiaux qui sont liés à l'absence d'un papa ou d'une maman, du mal logement. Il y a 1000 bonnes raisons, de la violence familiale. Enfin, il y a 1000 bonnes raisons. Il y a un tas de commissions qui se réunissent tout le temps. Ça s'appelle le CLSPD, pour ceux qui connaissent. C'est Commission locale de la prévention de la délinquance. Je vais le dire comme je le pense, le coup de montage. Du pipeau. Mais oui, je pense que Capitaine Moreau va le rappeler. C'est du pipeau. C'est 10 fois par an, on perd une demi-journée
à réunir le banc et l'arrière-banc de la préfecture, des services sociaux, du commissaire et de qui vous voulez, pour juste remuer du vent. Il ne se passe rien derrière. Il ne se passe rien. Il se passe rien. Alors, quand on parle d'éducation, oui, le diagnostic il peut être posé très tôt grâce au système éducatif, mais il ne marche pas. Il ne marche pas. Donc, premier élément. Deuxième élément, toujours parlant de l'éducation, dès lors qu'on a repéré les profils, on pourrait apporter des solutions, mais ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait pour les raisons que j'évoquais. Donc, du coup, les choses ne se passent pas. Et donc, ces profils qui sont problématiques, qu'on pourrait rattraper relativement facilement au jeune âge, eh bien, sont laissés à la dérive. À la dérive, avec des dossiers qui s'épaississent. Les gamins, ils ont des dossiers de plus en plus épais, mais c'est que du papier dedans, que du papier, il ne se passe rien de concret. Et le dernier point que j'évoquerai, et ça c'est gravissime, je tiens ça d'un ami proche qui est proviseur de lycée, dont je vais vous raconter une anecdote rapide. Il a été convoqué par l'inspecteur du travail, l'inspecteur d'académie, en lui disant, je ne dirai pas où, c'est en région parisienne, qui lui dit monsieur, on vous convoque parce que vous n'êtes pas assez zélé dans la mise en forme, la mise en route des nouvelles réformes. Et il répond je n'ai pas encore fini de mettre en place les précédentes. Et on lui répond, mais monsieur, ça n'est pas acceptable votre réponse, vous avez une approche anglo-saxonne de votre métier. C'est ça aujourd'hui l'éducation, c'est l'enchaînement permanent de réformes qui s'empilent, parfois absurdes, souvent inefficaces ou à minima dont on ne sait pas la mesure, puisque rien n'est gouverné, on n'a pas comme il le dit, ils n'ont pas fini de faire une chose, qu'il y en a une autre qui arrive. Donc oui, il faut se tourner vers l'éducation à la base pour, je dirais, traiter le problème à la source, mais on va rencontrer un autre problème, qui est celui, notamment, que je précise. Donc, moi, je pose la question très simplement, quand on dit l'éducation, etc., d'accord, mais de quoi parle-t-on exactement? J'aimerais entendre, moi, ceux qui prônent d'aller dans cette direction, de préciser, mais concrètement, quoi, comment, quand. Voilà, ça j'aimerais bien. Et puis dernier point, quand il est rappelé que les personnes qui vont en prison, et je ne suis pas pour le tout répressif, rentrent avec un BTS de délinquance et sortent avec un master, moi je suis désolé, il y a une chose extrêmement simple à faire pour commencer. Je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas. Il n'y a pas besoin d'une étude, d'empiler des rapports jusqu'au plafond. Pourquoi il n'y a pas des brouilleurs GSM dans les prisons qui empêchent les gars de continuer à gérer leur réseau en ayant Canal+ et Netflix dans leurs cellules? C'est quand même pas compliqué à faire, ça. Il n'y a pas une étude à faire. Pourquoi c'est pas fait, ça? Qui est responsable de ça? Il est où le bureau du type qui peut décider ça? On le fait de plus en plus à mettre des brouillards dans les prisons puisqu'on n'arrive pas à empêcher les téléphones de rentrer. Puisque notre ami Michel Chambrenon voulait des pourcentages, pour te répondre, Jean-Michel, le budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur représente plus de 30% du budget de l'État. Le budget de la justice est le dernier budget, 2,8% derrière l'écologie. Donc, et on essaye de la croître en sachant qu'il y a dans ce budget la justice et le pénitentiaire. Donc, moi, je pense que dans une démocratie, puisque le sujet de ce soir, c'est la démocratie, dans une démocratie, on ne peut pas se permettre d'avoir une justice qui représente 2,8% du budget de l'État. Je pense qu'il y a certainement de ce côté-là, même si ce n'est pas une excuse, qu'il y a certainement des choses à faire. Je vais laisser… Ni non plus, on peut accepter qu'une justice, je voyais encore à la télé hier, traîne un type comme Bernard Tapie pendant 27 ans en procédure. On se fout du monde, quoi. Donc, nous allons laisser Monsieur Moreau terminer et Michel, nous te réserverons une soirée où tu pourras intervenir sur des débats sociologiques, sur le lien qu'on peut faire entre la complexité de la société et la capacité que nous avons à solutionner nos problèmes et à en débattre. Je te remercie. Tu vois, je t'ai amené les pourcentages et je les ai peut-être. Monsieur Hervé Moreau, merci de conclure. Merci, Président. Alors, je vais conclure très brièvement. Alors, voilà, la question essentielle, c'est quelle société voulons-nous?
On va essayer d'y répondre dans les mois, dans les années qui viennent. Quelle société voulons-nous? Pour répondre à Guillaume, voilà, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui. J'ai en mémoire les mots de Odile, la mère de la petite Marjorie poignardée la semaine dernière, qui disait « On ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre des institutions. Tout se passe d'abord et en premier lieu au sein des cellules familiales. Aimez vos enfants, donnez-leur de l'amour. Occupez-vous-en. » Et cela est absolument essentiel et doit être rappelé. Maintenant, comme le précise Jean-Michel, il a absolument raison. J'ai eu à le constater moi aussi, dès l'école maternelle, dès l'école primaire, vous savez très bien qui possiblement pourra devenir un délinquant. On pourrait désamorcer beaucoup des difficultés auxquelles on va être confronté 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard, avec peu de moyens, mais ils ne sont pas consacrés. On est toujours dans la réparation. On est toujours dans la sanction, si peu dans la répression malgré tout, mais oui, les choses pourraient être autres. Et ensuite, pour rebondir une dernière fois sur la jeunesse de France, oui, elle est dans l'individualisme forcené, oui, elle est dans l'immédiateté, elle se fout du passé, elle se fout de l'avenir, mais c'est une jeunesse capable. C'est une jeunesse très capable et si on lui donne confiance, elle peut obtenir d'excellents résultats. Et n'oublions jamais que cette jeunesse est l'avenir de notre pays. C'est l'avenir de notre France. Donc, merci, Présidente. J'ai une dernière chose à l'endroit de mes détracteurs éventuels. J'aurais pu demeurer 10 années de plus au sein de la Gendarmerie nationale. J'ai été effectivement ce lanceur d'alerte. Moi, j'ai estimé que la situation était à ce point dramatique, incontrôlable. J'ai posé ma démission. J'ai quitté la Gendarmerie nationale. Donc je vais avoir maintenant une nouvelle vie au sein du civil, de nouveaux projets. Voilà, moi, il me semblait nécessaire de le faire. Donc, certes, j'ai rompu le devoir de réserve, mais j'ai posé ma démission. Et beaucoup estiment effectivement que la chose était courageuse, que ce qu'il y a dans mon livre méritait d'être révélé. Ça n'avait jamais été signifié dans un ouvrage par un officier de gendarmerie. Donc, moi, j'ai essayé d'éclairer mes concitoyens du mieux que je le pouvais. Et pour finir, voilà, moi, sachez que je n'ai toujours eu que les victimes en tête et au cœur. C'est toujours la seule chose qui m'a importé. Ce sont ces gens qui ont eu à souffrir, ce sont ces souffrances vécues et ce sont ces préjudices qui finalement n'ont jamais été réparés. Et si nous voulons une société plus humaine, plus viable, plus agréable à vivre, on doit absolument se soucier des victimes. Merci, Présidente. Merci au Fintan de m'avoir reçu. Merci Hervé Mauvreau. Je n'ai pas retenu le titre du livre. Vérité d'un capitaine de gendarmerie sur le site librairieducapitaine.com. Librairieducapitaine.com, vérité d'un capitaine de gendarmerie. Oui, donc c'est un point de vue que tu as présenté et que je dois avouer certaines personnes partagent. Mais comme le disait Michel, la société est complexe. Moi, je pense que la vérité, c'est une boule de tango et que chacun voit un point de vue et qu'à discuter ensemble et à débattre de nos points de vue, nous arriverons peut-être à la lumière, ce que je souhaite à tous nos membres. Merci Michel de ta participation. Nous la couperons si tu le souhaites, de tes interventions. Si notre magistrat que je vois qui est toujours en ligne veut dire un mot, nous l'avons invité à faire une visio avec sa secrétaire générale, Marc. Bon, je pense qu'il n'a peut-être pas la capacité de nous parler ce soir. Je vous invite à aller voir notre site internet liberté-et-prospective.org ou .fr. Vous y retrouverez nos prochains débats. Le prochain étant l'humanisme occidental. Qu'en reste-t-il après le Covid, après les crises comment mettre des valeurs dans notre société. J'espère que Michel y participera avec plaisir. Nous aurons comme intervenant Sidney Toiti, qui est philosophe et qui veut participer plus activement au think tank. Je remercie Nissaf pour son côté contre-pouvoir et permettre l'ouverture du débat. Je remercie Nathalie, Jean-Michel de son point de vue, Jean-Louis qui nous a laissé parce qu'il a d'autres activités. Je salue le colonel de gendarmerie, Georges Mazella,
qui nous soutient et nous a trouvé notre devise. Il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Et je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances si certains sont en vacances. Nous retrouverons en présentiel à la rentrée et nous continuerons la partie visio. Toute mon affection. Merci à vous. Merci, Présidente. Bon courage et bonne Bonsoir à tous. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Bonsoir. Le meilleur pour tous, le meilleur. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut. Merci à tous. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Merci. Arrêtez maintenant.